C'est parti. Nous allons attendre 2 minutes que tout le monde se connecte. Nous attendons encore quelques minutes. Pour ceux qui sont là, bienvenue à tous pour notre premier webinaire Navigator avec Flora et Justine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, est-ce que tout le monde nous voit bien et nous entend bien? Vous pouvez répondre dans le chat. Que des oui, tout est parfait, donc tant mieux. On va attaquer. Il est 17h et voilà, il est l'heure de notre premier webinar. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous pour cette conférence en ligne sur quelle est la place de la sexualité chez les blessés médulaires. Donc, je m'appelle Claire, je suis coordinatrice du service Navigator et infirmière de métier en rééducation. Nous avons le plaisir d'avoir Flora Mazarico et Justine Orion avec nous. Merci à vous deux de prendre cette heure avec nous pour témoigner et répondre aux questions de ce sujet qui est parfois peu abordé et tabou. Merci Flora d'avoir répondu présente pour témoigner de ton vécu et à toi Justine pour tous les conseils que tu vas pouvoir apporter. Flora et Justine répondront à vos questions, celles qui ont été posées en amont et d'autres qui vont sûrement venir dans le chat. Alors n'hésitez pas, on est là pour vous et pour vous apporter des réponses encore une fois. Bienvenue à tous. Et avant de donner la parole à Justine et Flora, afin qu'elles puissent se présenter, je souhaite quand même vous rappeler les règles pour le bon déroulement de cette conférence. Alors voilà comment ça se passe aujourd'hui. Vous êtes dans une salle où vous voyez à l'écran, donc à droite, le chat. Vous avez déjà écrit quelques petits mots. N'hésitez pas à vous exprimer sur ce chat afin de poser vos questions. Même si c'est pendant la présentation de Flora et Justine, on prendra le temps pour les poser et y répondre, soit en live ou en individuel dans les prochains jours. On reviendra vers vous. On touche un sujet qui est intime, donc on souhaite vraiment pouvoir y répondre, soit en direct, soit dans les jours à venir par Flora et Justine. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes soit client FSK ou membre Navigator ou en devenir. Donc, FSK, qui nous sommes? FSK est un prestataire de santé à domicile qui est spécialisé dans la prise en charge des patients stomisés et des blessés médulaires. Et si je ne vous présente pas la slide, ça va être compliqué. Hop. FSK propose une approche qui est experte, qui est centrée sur l'accompagnement du patient par une équipe qui est qualifiée d'infirmières conseil et de chargés de clientèle. On est toujours à la pointe de l'innovation, s'agissant des services qui sont vraiment dédiés aux patients, notamment avec Easy Consult, qui est la première application de vidéoconsultation
pour un suivi de qualité de nos infirmières conseils. FSK se donne pour mission de toujours faciliter la vie du patient atteint de troubles de continence. Chaque année, près de 5000 patients atteints de troubles de continence nous sont confiés par les professionnels de santé, traduisant leur confiance dans notre prestation pour un relais vie-l'hôpital optimal pour le patient. Mais nous avons aussi le service Navigator. Navigator, c'est de quoi s'agit-il? C'est le seul service en France qui est 100% dédié aux blessés médulaires et leurs aidants. C'est un service qui est évolutif, que nous mettons à disposition de tous nos clients FSK pour vous accompagner personnellement en répondant aux besoins spécifiques de chacun d'entre vous tout au long de votre vie. Excusez-moi. Navigator, c'est surtout une équipe experte et engagée où on a Pauline, Luce et Ludivine qui écoutent et guident les blessés médulaires pour améliorer leur quotidien avec bienveillance. Elles assurent un suivi médico-technique et proposent un accompagnement personnalisé. Elles sont dans la salle et je les embrasse très fort parce qu'elles participent vraiment à l'amélioration du quotidien de nos patients. Et puis pour tous ceux qui sont clients FSK et qui les ont régulièrement au téléphone, vous les voyez en photo, nos 3 drôles de dames. Navigator, c'est aussi un site qui est organisé et consultable en toute autonomie pour les blessés médulaires bénéficiant de nos services. Vous allez y retrouver de nombreux articles, des événements et un réseau de partenaires. La plateforme Navigator, c'est des sujets qui sont sélectionnés pour les blessés médulaires où vous allez pouvoir trouver comme information l'hyperréflexie autonome, la gestion des troubles urinaires, l'aménagement du domicile, le voyage, le permis de conduire, la sexualité et un accès qui est vraiment privilégié aux partenaires qui sont clients FSK. Notre réseau de partenaires, c'est qui? C'est un réseau qui est validé par la communauté. Ce sont des associations, des entreprises et des personnes qui font vraiment partie de la communauté par leur engagement personnel. Nous avons le tapis Gaspard, un dispositif connecté pour la prévention des escarres, Maître Théo Damidzian, qui est spécialisé dans le dommage corporel, Catherine, qui adapte les vêtements pour un meilleur confort au quotidien dans la pratique des autosondages et la prévention des escarres, Justine Orion, qui est notre sexologue et qui est présente aujourd'hui, et Flora, patiente paraplégique, experte et coach de vie dans le handicap. Aujourd'hui, le mardi 29 novembre, nous avons le plaisir d'avoir donc Justine et Flora Mazarico qui vont se présenter. Donc, je leur laisse la parole et je vous remercie encore, Flora et Justine, d'être présentes et d'aborder ce sujet qui nous tient à cœur. Je te laisse l'avantage, Flora. Merci. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Flora, j'ai 22 ans et il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a rendue paraplégique. À la suite de ça, j'ai décidé de rebondir en me formant au coaching de vie et surtout en souhaitant être patient témoin pour accompagner les personnes en situation de handicap et surtout les blessés médulaires. Alors moi, Justine Orion, un petit peu plus âgée que Flora, de quelques années à peine, infirmière de formation il y a très très longtemps, et c'est vrai que je me suis rendue très très vite compte que la sexualité était un sujet qui arrivait très fréquemment dans n'importe quelle discipline de la médecine, et que personne n'arrivait à y répondre. En tout cas, il y avait beaucoup de gêne autour de ce sujet. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, puisque je ne suis pas moi-même gênée avec le sujet, d'être cette personne qui pouvait être l'interlocuteur. Donc voilà. J'ai l'impression que Flora a bugué. Ah non, elle est là. Ah, je ne te voyais plus bouger. Du coup, le déroulé du live, donc on aura Flora qui va témoigner de son expérience en tant que jeune femme blessée médulaire, accompagnée donc de Justine. Le déroulé, comment ça va se passer? Flora va parler de son expérience en centre de rééducation, son retour à domicile,
comment elle s'est réappropriée son corps, la période de séduction et sa vie de couple. À vous les filles, je vous laisse la parole. Et donc... Ah, voilà. Alors, donc, il faut savoir que j'ai eu mon accident le 24 juillet 2017. On va passer rapidement cette étape, mais donc j'ai fait 15 jours de coma et ensuite 2 mois de réanimation dans le sud de la France. Cette étape-là, on va un petit peu la passer parce que il y a eu beaucoup d'oubli de ma part dû à la dose de médicaments et du coup, je ne pourrais pas bien en parler. À la suite de ces 2 mois, donc on est en septembre 2017, j'intègre un centre de rééducation pédiatrique, c'est important de le préciser parce que ça va jouer aussi sur le thème d'aujourd'hui. Donc j'arrive dans ce centre en étant encore alitée énormément. On me met un mois après sur un fauteuil confort, donc un très très gros fauteuil qui me permet pas d'être clairement autonome. Le centre de rééducation, c'est clairement se sentir dépendant de personnes, ne plus avoir à 100% son corps pour soi. C'est avoir vécu un traumatisme aussi, sinon on ne serait pas là, j'ai envie de dire. Et du coup, ce traumatisme, il joue sur le cerveau, sur les émotions et aussi sur le corps. Donc, clairement, pour comparer aussi ce avant-après, j'étais, avant mon accident, une adolescente très rebelle, très impulsive et en pleine crise d'adolescence, clairement. Je suis arrivée en centre de rééducation, je comprenais rien à ce qui se passait. J'étais complètement perdue, je savais vraiment pas forcément pourquoi j'étais là, pour combien de temps et ce qui allait se passer pour moi. On me l'a expliqué un peu après. Mais donc j'ai perdu ce corps à moitié. À ce moment-là, c'était vraiment les mots. Je sentais plus mes jambes, je sentais plus mes abdos, je sentais plus la moitié de mon ventre, je sentais plus ma vessie, je sentais plus mes parties intimes. Et en fait, ce corps appartenait du coup aux soignants à ce moment-là. Donc, on me touchait. On me touchait à travers l'ergo, à travers le kiné. Et donc, ce corps m'appartient plus. Et je te laisse rebondir, Justine, sur cette partie-là qui est assez importante. Elle est fondamentale, cette partie, évidemment. Du côté de la sexualité, elle n'a pas vraiment son sens dans la sexualité comme on l'entend. En revanche, ce qui va constituer la sexualité, c'est énormément de paramètres. En l'occurrence, en cette période bien précise, ce qu'il faut vraiment redouter, c'est le traumatisme. C'est tout ce qui va arriver autour de la prise en charge. Donc, le traumatisme psychologique qui est bien évident, mais aussi le traumatisme corporel de ce corps qui ne t'appartient plus, qui appartient à la médecine, qui intervient dans ce grand flou. C'est vrai que lorsqu'on parle de sexualité, il faut vraiment l'envisager sous beaucoup d'angles. On va le détailler par ailleurs un petit peu plus tard. Mais là, à ce moment précis, dans le centre de rééducation, dans les centres de soins, où le personnel fait ce qu'il peut, mais il a ses émotions aussi. Tout le monde fait ce qu'on peut, mais il y a l'émotion qui est vraiment très, très présente. Et c'est vrai que les soignants ne sont pas tous aussi disposés psychologiquement à prendre en charge le corps comme un humain. C'est aussi une protection. Et ça, c'est très important aussi de savoir se poser. Alors, il y a beaucoup de réunions, etc. Beaucoup de choses se font maintenant. On a vraiment la chance d'être en 2022 quand même. Mais tout le monde n'est pas en capacité de prendre le corps d'une jeune fille ou d'un jeune garçon ou d'un vieillard, qu'importe. Mais psychologiquement, il y a sa propre représentation. Et puis, le côté voir le corps d'une jeune fille avec tout l'aspect sexuel que ça va représenter et tout le trauma potentiel qui peut arriver par la suite. Voilà. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi qu'on est dans les premières années de vie sexuelle, quoi. Enfin, à 17 ans,
Personnellement, j'ai démarré ma sexualité à 16 ans avec mon copain avec qui j'étais encore à la suite, au moment de mon accident. Mais vu que tu démarres cette période-là, bah tu tâtonnes, quoi. Tu sais pas trop. Puis on n'en parle pas, handicap ou non, en tant que femme surtout. Donc c'est sûr que à cette période-là, la question se posait même pas pour moi. C'était déjà accepter et m'adapter à ce nouveau corps et puis essayer de vivre avec, quoi. C'est là que la sexualité prend aussi son sens dans dans la globalité. Qu'était ta vie sexuelle antérieure? Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on consulte un sexo ou un thérapeute, il faut vraiment partir de la sexualité antérieure. Quels étaient déjà tes ancrages, tes bases de jeune fille? Te sentais-tu à l'aise? Te sentais-tu bien? Avais-tu déjà eu un bon démarrage sexuel? C'est ça qu'il faut vraiment pas oublier, parce que là-dessus, lorsqu'il y a quelque chose déjà de positif, nous, ça va nous donner justement de la matière pour aider la personne, ou au contraire, justement, pour dire, il y avait déjà des difficultés avant ça, avant le traumatisme. Malheureusement, la sexualité, on y trouve de tout. Et s'il y a déjà une problématique antérieure, ça va justement compliquer un petit peu la prise en charge. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une famille. Je suis dans une famille, je suis comblée, quoi, on va dire. J'ai des parents qui sont stables, où il n'y a pas de pudeur. La discussion est facile, j'ai envie de dire. On en a toujours parlé, bon voilà, avec forcément un peu de gêne à 17 ans, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que d'être aussi dans une famille où c'est pas tabou, je pense que ça m'a aidé à aussi mieux accepter ce changer. Cette posture aussi, parce que j'étais une ado, mais du coup, entre-temps, je suis devenue une femme. Et tout ce cheminement-là, si j'avais pas été dans une famille aussi stable, je pense que je l'aurais vécu aussi complètement différemment. Et c'est aussi important de le dire parce que, comme tu disais, on a chacun nos bases, en fait. Et du coup, on va vivre des situations complètement différentes aussi en fonction de où on vient, quoi. Et Flora, excuse-moi, donc du coup, dans ta prise en charge dans le centre de rééducation, tu as précisé que c'était en pédiatrie. Est-ce que du coup, tu as pu aborder ce sujet, ou est-ce que quelqu'un est venu t'en parler assez rapidement, en fait, après ton accident? Du coup, on est sur de la pédiatrie, vu que j'avais 17 ans, et du coup, en pédiatrie, on n'aborde pas le sujet de sexo, parce que on est sur des enfants. Je pense que j'étais une des plus vieilles. Sinon, on est sur souvent 5 à 9 ans, quoi, à peu près. Donc, à 5 à 9 ans, la vie sexuelle, elle n'existe pas, quoi. Mais par contre, après, je suis passée sur un centre de rééducation pour adultes. Oui. Et même à ce moment-là, la question n'a pas été abordée. J'ai été suivie, forcément, un blessé médulaire sous sonde. Et du coup, j'ai été suivie en urologie. Et là, on m'a abordé un peu les choses. On m'a toujours posé la question, est-ce que j'avais un petit copain? Est-ce que c'était le bon moment aussi pour moi d'en parler? On m'a posé la question aussi pour me rediriger vers un professionnel spécialisé. Okay. Mais du coup, là, on est quand même à peu près 2 ans après mon accident. Et à ce moment-là, j'étais plus avec mon copain de l'époque et j'étais célibataire. Et du coup, la question s'est plus posée pour moi parce que j'étais passée déjà à autre chose. Et à ce moment-là, j'étais plus sur... on va en parler après, mais... accepter mon corps vraiment à ce moment-là. Après le centre de rééducation, il y a le retour à la maison. Et ce retour à la maison, c'est vraiment, OK, je sors du centre, donc je sors d'un environnement qui est à 100% adapté. Comment ça se passe pour moi? Comment je vais gérer ce nouveau corps à l'extérieur, ce corps qui m'a été pris par le centre de rééducation? Comment je le redécouvre? Comment je fais en sorte que ça match, oui, ça match entre ma tête et mon corps, parce que tout à fait. Moi, quand j'étais en centre de rééducation, je me sentais plus du tout reliée. Hein. J'étais ma tête d'un côté et mon corps de l'autre, et ils s'adressaient pas, en fait. Donc,
vraiment avec le retour à la maison, il y a eu plus cette notion de s'accepter et se réapproprier son corps, quoi. On a une réaction dans le public, une personne qui dit avoir dû faire l'effort d'en parler à son médecin, et que du coup, on se dit quoi? On se dit que finalement, parfois, dans notre parcours de soins, dans notre prise en charge, on doit être finalement acteur de sa santé et de son bien-être, Justine. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu disais, Flora, quand tu disais j'étais chez les enfants. Tous les enfants, même les tout petits, ont des histoires d'amour, ont des histoires sexuelles à leur niveau. Mais ça, c'est dans le monde général. La sexualité, on n'en parle pas. Et si on en parle, c'est toujours pour dire des gros mots. On n'a pas le droit, il faut faire attention, etc. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué d'oser en parler à son médecin. Et puis parfois, pour peu que le soignant ne soit pas à l'aise, alors ça arrive aussi. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. On peut provoquer une réaction qui renvoie le patient en mode mince, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû, j'ai parlé de quelque chose qui n'est pas adapté, etc. Donc ça, c'est très important de pouvoir proposer un espace de dialogue, mais c'est hyper important pour échanger ses sentiments parce que quelque part, on a le côté accident, on a failli y passer, il y a la mort qui est là et la vie avec la séduction et il y a vraiment un véritable bazar. Et la réponse souvent que l'on entend, c'est pilule. Quand on parle de sexualité, le côté médical, des fois, c'est le côté encadrement très médical, très safe, mais il n'y a pas l'espace à l'émotion. Et là, tu vas en parler, Flora, du côté émotionnel qui a toute sa place. Et ça, encore une fois, si on parle de sexualité et que le personnel n'est pas bien, n'est pas à l'aise, on peut provoquer une fracture. D'où l'importance d'avoir des référents qui se sentent à l'aise avec ça. Hyper important. Pour ma part, tu parles de ce contexte médicalisé. Je trouve qu'il n'aide pas du tout non plus à faire rentrer de nouveau sa sexualité. Quand je suis rentrée à la maison, au bout de 2 ans de rééducation, j'étais dans un lit médicalisé encore chez mes parents parce que j'ai dû retourner chez mes parents. Il y avait le lève malade parce que j'étais encore pas en capacité de faire mes transferts. Enfin, il y avait tout ce contexte-là où en fait le centre de rééducation rentrait à la maison. Et comme on en parlait, Justine, j'étais hyper infantilisée en fait parce que ma mère s'occupait sans cesse de moi, mon père était encore là. Enfin, du coup, j'avais l'impression de nouveau avoir 10 ans et en plus dans un contexte médicalisé plus. Du coup, personnellement, j'ai pas envie de laisser la place à la sexualité dans un lit médicalisé, quoi. C'était pas le moment à ce moment-là, comme tu l'expliquais, quand tu as toute la technique, tout le centre de rééducation qui est à la maison, c'est compliqué de se sentir séduisante. Il y a un temps pour tout. Lorsqu'on voit les étapes d'un deuil, là, le deuil de ta vie antérieure, il y a la colère qui passe, il y a le déni, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'une jeune fille et d'un jeune homme. Et il y a un moment donné où c'est pas le moment. Et je trouve que c'est important aussi de proposer un espace de parole par rapport à la sexualité, mais de respecter aussi, de dire c'est pas le moment. Ça, c'est une phrase que je répète toujours en consultation. Il y a des moments où c'est pas le moment. Ça paraît bête, mais là, tu es dans la chambre des parents. Il y a les parents qui sont autour de toi, tu as besoin d'eux. Là, tu as un moment comme un petit animal blessé, tu te remets dans ta tanière, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Et la femme va renaître après. Je dis renaître parce que tu vas avoir une renaissance de ton corps qui aura changé, une renaissance d'une nouvelle personne. Et ça, c'est vraiment important de l'accepter, d'avoir l'entourage. Ça, c'est aussi fondamental, qui est prêt à t'accompagner, à donner la main en fonction des étapes en même temps que toi. Parce que tes parents ont eu la délicatesse d'être un super support, une aide incroyable, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres personnes. Ou pour certains parents, il y a eu un défaut, il y a quelque chose que l'on a mal fait qui ressaisissent l'enfant, qui le réenferme dans cet état enfantin. Et du coup, il va y avoir un gap entre la sexualité et cette jeune personne qui a besoin d'éclore à nouveau, de refaire sa naissance.
Justine, on a Marion qui nous fait, qui témoigne et qui dit qu'elle a eu son accident à 14 ans. Et aujourd'hui, elle a 26 ans, elle est blessée médulaire et il n'y a aucun médecin qui ne lui a parlé de sa sexualité. Donc, Marion, je vous invite à contacter Justine qui pourra, on est là pour ça. Voilà. Qui pourra vous répondre. Et puis, mais que ce soit vraiment un médecin, alors c'est vrai, pardon, excuse-moi Claire, que ce soit un médecin ou n'importe qui, parce que parfois la sexualité, on en parle, ça va être dans un film, une émission, un podcast, il y a vraiment une personne qui est là pour remplir la machine à café, qu'importe. Parfois, ça va être une bribe et il faut savoir, parfois, même si le centre a peut-être des affiches avec des interlocuteurs, d'où l'intérêt aussi de Navigator, de dire, nous, on n'est peut-être pas à l'aise avec ça, mais il y a d'autres personnes qui le feront tout aussi bien. Ça, c'est important. Oui, parce qu'on est d'accord, moi je viens d'un centre de rééducation, on a vraiment du personnel qui est formé, qui répond aux besoins des blessés médulaires et ils sont même d'ailleurs très proactifs. On a vraiment cette chance-là, en tout cas sur Lyon. Je suis bien consciente que ce n'est pas de partout pareil. La preuve en est, on a une jeune femme aussi qui nous dit qu'elle a 55 ans, Céline, et que du coup, ça fait 6 ans qu'elle a eu son accident et que c'est compliqué avec son compagnon parce que elle a des douleurs périphériques et que du coup, il y a une perte de confiance dans le couple par rapport au rapport et que c'est compliqué. Et c'est sûr que des fois, à distance, 6 ans plus tard, c'est des fois compliqué de retourner consulter un thérapeute et d'avoir les bons conseils. Donc, pareil, Céline, n'hésitez pas à vous à vous rapprocher de Flora et de Justine si vous souhaitez avoir des conseils pour mieux vivre votre sexualité avec votre compagnon. Il y a aussi pour moi une vraie notion de confiance. Parce que personnellement, j'aurais jamais pu, je pense, renouer avec la sexualité si j'avais pas repris confiance en moi et si je me sentais pas bien, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment, comme tu parlais, Justine, la courbe du deuil où il faut passer par certaines émotions, accepter certaines émotions et après, en fait, ça va être le moment. Mais si on ne se répare pas soi-même, si on n'accepte pas le traumatisme, si on n'arrive pas à reprendre confiance en nous, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais avant tout, on doit être nous dans notre corps avant de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça passe par là pour moi, vraiment. Tu peux parler justement de cette personne qui t'a permis de nouveau à te sentir femme, séduisante, te sentir vivante. Ouais. Alors, il faut savoir du coup que je me suis séparée 2 ans après mon accident. Donc là, j'avais 19 ans. Et j'ai eu une période où j'ai eu besoin d'être dans les excès. Donc, l'excès de sortie, l'excès de provoquer, en fait. J'étais vraiment dans cette période-là où il fallait que je me fasse remarquer. Vraiment, j'avais besoin de ça pour, je pense, titiller le monde extérieur en disant, je suis en fauteuil roulant. Et alors, en fait, qu'est-ce que ça peut vous faire? En fait, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, j'osais sortir en boîte et j'étais la seule fille en fauteuil en boîte. Donc, je me faisais regarder et ça me plaisait. J'avais plaisir à m'habiller à ce moment-là, à me maquiller, à prendre soin de moi. Je retrouvais ces petits moments tout simples de la vie, mais qui étaient tellement importants justement pour reprendre confiance en moi. Et je sentais que je plaisais et j'ai plu à un certain garçon qui en fait n'a pas vu le fauteuil. Et ça a été hyper plaisant pour moi parce que il m'a permis de continuer à être dans ma période dans l'excès. Et en fait, il m'a fait sortir de ma zone de confort, clairement. C'est-à-dire qu'il y avait des escaliers pour aller quelque part, c'est pas grave, je vais te porter. Par exemple, on a fait des pique-niques sur l'herbe par terre, on est resté des nuits dehors. Enfin, en fait, c'était vraiment dans l'excès de plein de choses.
et je me suis sentie belle à ses yeux et belle même envers la vie, alors que je sortais de 2 ans où j'étais médicalisée, où mon corps m'appartenait plus. Et là, tout d'un coup, j'étais en train de retrouver ce que je vivais avant mon accident. Et je me sentais vivante en fait. Je dormais peu, j'avais une hygiène de vie qui n'était pas bonne à ce moment-là, mais en fait, je m'en foutais. Parce que mon corps, il reprenait sensation, clairement. J'avais des papillons dans le ventre, je sentais mon cœur battre et en plus, je retrouvais des sensations dans mes jambes. Ça circulait, quoi. Il y avait de la vie et au final, c'est tombé à pic cette période parce que ça a vraiment fait la transition entre ce avant de centres de rééducation, d'hôpitaux, de soins, de tout ça, à ma vie d'après où j'ai retrouvé ma stabilité, mon équilibre et du coup, après, j'ai pu construire quelque chose. Donc, je dis pas qu'il faut aller dans l'excès pour retrouver confiance et se sentir vivante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans mon histoire. Après, chacun le vit comme il le peut et comme il le veut aussi, en fonction des rencontres que la vie nous offre. On a Karine qui exprime exactement la même chose que toi. Elle a mis plusieurs années pour se retrouver séduisante et féminine. Avant, je me sentais uniquement handicapée et j'en souffrais. J'avais 45 ans et maintenant, j'en ai 58. Et ben, c'est super, Karine, et voilà, et que ça continue ainsi. Ça, c'est quelque chose, un témoignage qui est juste magnifique et on voit très bien à quel point tu reprends vie dans ton témoignage, Flora, quand tu parles de cette expérience. Tu l'as même dit, j'ai senti la vie circuler dans mes jambes. Je sens que tu as dit ça il y a quelques instants et au travers des yeux de cette personne où tout était possible. Il ne voyait pas le fauteuil, tu t'es sentie vivante. Regardez en tant qu'une jeune femme qui construit sa vie, qui se sent désirée. Et ça, il n'y a pas d'âge. Pour avoir des patients de 86 ans dans mon cabinet, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'âge, heureusement. Et le côté adolescent, tu l'as bien vécu et c'est ce qu'on appelle du coup la pulsion de vie. C'est cette énergie qui circule et à un moment donné, tu es dans le tout est possible. Et ta sexualité, là, c'est le moment. Là, tu sens vraiment cette énergie, cette tension qui revient. Te sentir belle dans les yeux de quelqu'un, ça, il y a rien de plus joli. Et c'est là le point de départ de toute une sexualité, dans tous les cas. C'est à ce moment-là que tu étais prête et c'est à ce moment-là qu'apparemment, tu as repris ton cours de jeune fille. Et c'est là qu'il ne faut pas aller au-devant, nous, en tant que personnel, professionnel au-delà. Hein. J'insiste vraiment qu'il ne faut pas projeter notre vie sexuelle sur celle du patient et vraiment voir le moment où cette personne est prête, lui donner la main, l'accompagner, mais pas devancer et pas forcer. C'est important. Là, c'est là où la sexualité est toujours un petit peu compliquée. C'est pas à nous de projeter nos envies sur nos patients. Et du coup, Justine, on a Karine qui nous dit que du coup, elle a stoppé une belle relation par peur d'avoir des relations physiques et sexuelles. Et Flora, ça me fait du coup rebondir sur du coup ton témoignage où tu dis que tu as senti la vie passer à travers ton corps. Et je pense que du coup, tu étais prête parce que tu t'es sentie peut-être très à l'aise et en phase avec ton compagnon. Et c'est ce qui fait que tu as pu passer cette étape, en fait. C'est ça? Alors, à ce moment-là, avec cette rencontre-là, il ne s'est rien passé sexuellement. Parce que moi, j'étais en train, du coup, de renaître, clairement. Et la renaissance, elle ne se fait pas en 3 mois. Elle ne se fait pas dans l'excès non plus. Il faut se poser à un moment donné. Et quand j'ai décidé de me poser, cette relation s'est terminée. Parce que j'étais plus dans les excès et du coup, j'étais plus dans le même état d'esprit que j'avais été 3 mois avant où je débordais d'énergie, où je voulais faire n'importe quoi pour plaire à tout le monde et n'importe qui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Il fallait que je provoque, il fallait que je plaise pour me prouver à moi que le fauteuil n'était pas un frein pour rencontrer l'amour, pour démarrer une vie sexuelle et le reste. Donc, prête à demi-mesure, on va dire. Parce que prête, en tout cas, dans mon corps, qui reprenait vie, comme j'ai expliqué, mais pas prête mentalement parce que j'avais encore des émotions, je pense, à vivre avant de pouvoir entamer quelque chose
de plus sérieux, on va dire, et je vais être cash, mais pour moi, à ce moment-là, j'étais pas prête à me faire pénétrer, on va dire. Parce que pour moi, la pénétration, c'est quand même rentrer dans le corps de quelqu'un. C'est plus que ça, c'est rentrer dans l'intimité de quelqu'un. Et à ce moment-là, j'étais pas prête à partager cette intimité-là parce que même moi, je savais pas où j'en étais dans ma vie. Et du coup, ça va ensemble, ce côté-là qui est très cash, quoi, au final, très brut, on va dire. J'avais pas besoin de ça et j'avais surtout pas envie de ça à ce moment-là. C'est animal, la sexualité. C'est quelque chose, comme tu l'as dit, de pénétrant. On n'a pas toujours envie de ça. De toute façon, de manière générale, dans la sexualité de monsieur et même tout le monde, c'est quelque chose dont tout le monde n'a pas envie. Clairement. La sexualité, on parle de plus en plus, elle passe vraiment par les massages, par les caresses, par les bisous. Ton corps a été un petit peu sous cloche pendant des années, techniqué, il t'a fait mal, il fallait que tu le reconnaisses. Et là, juste passer par les bisous, par la douceur, lui dire bah mon corps, je t'aime. Là, on a pris cher tous les deux. Là, on va refaire copain. On va découvrir nos sensations. Et ça, c'est quelque chose déjà chez Monsieur et Madame Tout le Monde. J'en parle toute la journée. C'est hyper important de redécouvrir son pouvoir érotique. Alors, le pouvoir érotique, c'est un grand mot qui veut tout et rien dire, mais j'aime bien reparler. Je reprends tes mots, Flora, quand tu me parlais de la cartographie mentale, la cartographie mentale, hein, c'est le terme que tu utilisais. J'aime bien parler avec les patients de jeux érotiques. C'est exactement la même chose, mais ça donne un petit côté ludique. Ça, c'est ma façon de faire parce que lorsqu'on a repris vie, quand on est dans la pulsion de vie, qu'on a repris avec un entourage favorable, etc., on est dans une super énergie positive, théoriquement. C'est là, d'ailleurs, que l'on va capter une personne, qu'on va pouvoir tomber sur des personnes pour qui on se sent belle au travers des yeux, etc. Une atmosphère positive. Et le jeu érotique vient un petit peu redonner du sens à ce corps dans le toucher, le gratter, le piquer, mordiller, etc. Un petit peu sous couvert de jeu érotique, redécouvrir ce qui fonctionne, quels sont les nouveaux plaisirs, en sachant que ça évolue tout au long d'une vie, ça évolue selon ce que l'on a vécu, selon les blessures bien évidemment, etc. etc. Et là, dans ce que tu décris, il faut se poser justement, et tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Il faut déjà que tu reprennes confiance. Alors là, en plus, tu es toute jeune, tu as un parcours pas possible, tout le monde a touché ce corps sans que tu ne le veuilles, etc. Donc là, pas touche le premier qui aura le droit de te toucher. Je pense qu'il y a cette notion d'émotion aussi. Parce que là, ce qui est beau dans ton témoignage, c'est qu'on voit aussi la jeune fille qui devient femme. On n'aurait pas aussi ce témoignage, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, chez une femme qui est un peu plus âgée, qui aurait déjà eu des enfants, ou chez un homme. C'est vraiment du cas par cas, ce qui fait chaque histoire est singulière. Ce qui fait que les filles, on a quand même beaucoup de personnes qui témoignent d'ailleurs sur le chat de leur vécu. Et on a notamment une jeune femme qui est avec son compagnon depuis 3 ans. Et au début, ils avaient des rapports. Et puis petit à petit, en fait, tout s'est arrêté. Et en fait, elle a cette difficulté où du coup, lorsqu'on est blessé médulaire, on n'a pas forcément les sensations. Ou alors, peut-être que cette jeune femme n'a pas eu les informations nécessaires pour qu'elle puisse mieux connaître son corps. Et je l'invite vraiment à prendre contact avec vous, Justine et Flora, parce que du coup, elle se dit que sa vie est compliquée et que du coup, elle a peur de ne pas répondre aux besoins de son compagnon. Voilà. C'est ça. Et voilà. Et que cette jeune femme déjà, parce que parfois il y a ce côté je veux faire comme les valides, je veux faire tout comme les autres. Ça, on l'a vraiment. Le je veux faire comme tout le monde, ça c'est vraiment incroyable. On ne sait pas ce que font les autres. Enfin, je pense que quand on est dans le cabinet du sexologue, c'est un peu le confessionnal et on voit un petit peu ce qui se passe. C'est l'avantage de notre métier. Et
finalement, comme tu disais, Flora, la pénétration n'est pas une fin en soi. Parfois, lorsque on n'arrive plus, il faut reprendre les bases. Et ce que j'aime bien dans ton témoignage, parce que c'est une façon de travailler que j'aime beaucoup, c'est, je dis toujours aux gens, redevenez des adolescents, revenez des personnes qui se redécouvrent, ressortez. Parce que lorsqu'on est, là, je ne sais pas le nom de cette jeune femme, lorsque ça fait 3 ans que l'on est partenaire, vécu déjà en 3 ans, on vit des choses et dans une vie, n'en parlons pas. Il y a des moments où la vie est un petit peu plus compliquée que les autres et la sexualité vient un petit peu faire le curseur de ça va pas. Et forcément, lorsqu'on n'a pas le moral, lorsqu'il y a la vie qui patine sur certaines choses, la sexualité va être en berne. D'où l'importance d'aller en parler, de faire le point sur ça. Alors moi, j'ai vraiment quelque chose à répondre. Moi aussi, ça fait 3 ans que je suis en couple aujourd'hui. Et j'ai eu une solution qui est, tu en as parlé Justine, la cartographie mentale, pardon. En fait, le but de la cartographie, c'est de toucher, pincer, piquer, en fait, avec des objets. Donc, un coton-tige pour la douceur, une petite aiguille pour piquer, et puis, je sais pas, un autre objet pour réussir à pincer, une pince à épiler, par exemple. Des objets simples du quotidien. S'allonger sur un lit, voilà, en étant seul et concentré. C'est super important. Et ensuite, être capable de utiliser ces objets seuls et de voir quelle perception on a. Et donc après cette perception-là, pouvoir créer l'imagerie mentale. Donc moi, je travaille beaucoup avec le kiné en imagerie mentale et ça m'aide énormément. Et sur le plan sexo, c'est ce qui m'a sauvée, clairement. J'ai eu la chance d'avoir un peu de récupération, donc j'ai un peu de sensibilité. Mais en tout cas, la cartographie, c'est clairement se concentrer dans sa tête et imaginer ce qu'on a envie d'imaginer. En fait, on se fait un film dans notre tête, clairement. Et du coup, on retrouve des sensations en imaginant ce qu'on veut dans notre tête. Et associer le toucher avec différents objets en fonction du ressenti de chacun. Et du coup, imaginer les choses, ça crée la sensation du blessé médulaire. Et ça m'a sauvée. Donc, vraiment, s'il y a des questions autour de la cartographie mentale, je peux y répondre personnellement, enfin avec la personne directement, mais vraiment, c'est une super technique. Merci. Après, il faut être à l'aise. Oh, pardon. Il faut être à l'aise avec son corps. C'est vrai que pour faire ça, toi, on voit très bien que tu as eu cette. Tu es quand même une super nana. Tu as eu des bases, un ancrage hyper sain. Et c'est vrai que beaucoup de femmes se sentent lésées par rapport à ça, de dire je n'ose pas toucher mon corps, je n'ose pas. Déjà, il faut pouvoir parfois s'autoriser et pouvoir se mettre dans un lit et avoir des ustensiles, avoir cet espace du fantasme. Pour revenir à ça, toutes les familles n'ont pas les mêmes, ne donnent pas les mêmes chances. Et c'est vrai que parfois la sexualité, elle est quand même assez bridée dans les familles. Et lorsque l'on parle, parce que ça se voit encore beaucoup, de masturbation et de choses interdites, on se doute qu'après, lorsque l'on doit se retrouver sur son lit à découvrir son corps, pour certains, c'est très compliqué. Ça, c'est vraiment... Là, Justine, on n'est pas sur quelque chose qui sort du fantasme ou du plaisir. Là, on est vraiment sur expérimenter. Donc, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je sens pas? En fait, au final, on est encore dans un truc un peu médicalisé, mais... Oui, ça peut, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Oui, effectivement. Mais c'est expérimenter ton corps et au final, je pense que pour certains, ça peut être la bonne dernière solution en disant j'ai envie d'avoir une sexualité comme tout le monde, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de savoir ce que je sens et ce que je sens pas, parce que évidemment, comme tout le monde, enfin comme tout blessé médulaire. Donc, j'expérimente de cette manière-là. Et je pense vraiment que ça peut être une solution en tant que femme parce qu'on a zéro solution en tant que blessé médulaire sur le plan sexo. C'est pas la bonne dernière solution, c'est même elle est essentielle. Il faut vraiment Mais parfois, il y a les femmes qui n'osent pas justement toucher leur corps. C'est encore compliqué pour certaines femmes. Après, il y a la sexualité
il y a différentes sexualités, il y a la vision qu'on a de la sexualité. J'entends ce que tu dis, Flora, et j'ai d'autres témoignages et je lis pas mal de choses sur le côté. Il y a effectivement ce problème de sensibilité que peuvent avoir les blessés médulaires, mais il y a des personnes qui font aussi... qui ont d'autres expériences, qui sont plus dans l'imaginaire. Il y en a qui sont plus dans la sensation, d'autres qui sont plus dans l'imaginaire et qui arrivent du coup à rentrer finalement dans un état d'excitation parce que finalement, l'imaginaire va prendre le dessus sur la sensibilité en fait. Et on a d'ailleurs pas mal de témoignages dans ce sens-là, à la fois des personnes qui se sentent complètement... abandonnés dans leur sexualité parce qu'ils ont ce problème en fait de sensation. Et là vraiment je les invite à peut-être consulter une sexothérapeute parce que du coup il y a sûrement plein d'autres choses à voir, notamment sur des conseils que donne souvent Justine, dont tu m'as parlé, sur comment faire fonctionner le couple, travailler peut-être sur l'imaginaire, écrire des lettres, s'habiller quand on voit son compagnon, essayer un peu de sortir de son confort, j'ai envie de dire, de couple, et dans le côté un peu très standard que vivent tous les couples, enfin une grande majorité des couples. Voilà. Justine, qu'en penses-tu ? La séduction est magique, d'où l'importance de repartir sur à quel moment on se sent bien. Parce que pour la Flora, on en avait parlé, du moment où tu as eu envie de reséduire, de mettre du rouge à lèvres, de te sentir de nouveau femme. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on bascule vers la sexualité. C'est ce moment où on se réapproprie son corps, on devient objet de désir. Et c'est vrai que parfois, dans le couple, il n'y a pas ça. Dans le couple, il y a un moment donné où on s'ennuie, ça ronronne et puis c'est pas grave si on a des miettes de pain sur le pull, etc. Bon, j'exagère un peu, mais on n'est pas forcément toujours dans la séduction. Si on n'est pas rasé, c'est pas grave, etc. Il y a des moments où c'est important de dire on se crée cette bulle. Vaut mieux qu'il y ait une sexualité vraiment moins fréquente, mais que ce soit limite planifié. Alors, il y en a beaucoup qui disent, bah oui, la planification, c'est pas terrible. Quand on rencontre son maîtresse ou son amant dans un hôtel, c'est planifié, la sexualité fonctionne très bien. Donc, je trouve que le rendez-vous, il est vraiment très important parce que ça... Justement, vous parliez d'imaginaire, mesdames, c'est très important de dire, bah tiens, ce soir, c'est le soir où je vais me faire jolie, je vais m'apprêter, je sais que lui ou elle aime bien tel vêtement, etc. Et là, je vais commencer à du coup me préparer psychologiquement et corporellement à vivre cette sexualité. De quoi ai-je envie ? De ne pas être passive parce que beaucoup de femmes subissent leur sexualité parce qu'elles n'osent pas dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. D'où l'importance, Flora, ce que tu disais avec le fait de piquer, de mordre, qu'importe, mais de dire, moi j'aime le frôlement, le souffle, qu'importe. Chacun vit sa sexualité comme il l'entend, mais du coup de la découvrir et de dire ce que l'on aime. Et ça, de façon générale, on n'ose pas communiquer. C'est vrai qu'à l'école, on apprend à faire des théorèmes de Thalès, mais à dire, à verbaliser ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Je suis désolée s'il y a des professeurs de mathématiques, mais je trouve qu'on n'a pas assez on n'apprend pas assez à communiquer, à dire ses émotions, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et beaucoup de la sexualité est parfois subie au profit de l'autre en pensant que l'autre préfère ça, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de travailler en consultation. En fait, il y a tellement de choses à aborder dans tous les cas. Et ce sentiment aussi de ne pas être à la hauteur, du coup, de ne pas avoir la bonne sexualité. Et on a pas mal de retours dans le public de personnes qui demandent finalement à leur partenaire d'aller voir ailleurs parce qu'ils n'ont pas l'impression de satisfaire sexuellement le conjoint. En fait, pour moi, ce qu'il faut accepter aussi, c'est qu'il y a la vie sexuelle avant et après. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah bah de toute façon, ça sera comme avant ». Sauf que non, ça sera pas comme avant parce que le corps n'est pas comme avant, l'état d'esprit n'est pas comme avant. Et dans tous les cas, il faut au bout d'un moment accepter qu'il y aura des choses nouvelles, qu'il y aura des choses qui ne seront plus possibles. Et c'est pas grave
Donc, moi, je pense que avant de démarrer vraiment une vie sexuelle, et c'est jamais trop tard, il faut accepter ça. Moi, je me suis toujours dit, bon, bah, dans tous les cas, ça sera plus jamais comme avant, et c'est tant mieux, et c'est tant pis. Voilà. Donc, j'ai réussi à prendre du recul sur ma vie d'avant pour tout, en fait. Et du coup, je suis arrivée avec une page blanche au final quand j'ai redémarré. Et je pense que c'est hyper important d'en parler. Je pense que tu pourras en parler aussi, Justine. Mais le avant et après, ouais, c'est hyper important. Et je trouve que c'est même très marqué des fois chez l'homme. Là, on parle beaucoup parce que tu es là, Flora, et tu es une femme, mais on a beaucoup d'hommes aussi dans le public. Et il y a ce côté un peu, je reprends les termes, j'étais un don Juan, je plaisais énormément aux femmes, et ça fait 3 ans depuis mon accident que je n'ai plus une touche. Et ça reprend un peu ce que disait du coup Justine en introduction, la sexualité qu'on avait, que vous aviez donc avant, et la sexualité qu'on a maintenant, et la représentation que l'on peut avoir de son corps. Et peut-être que voilà, il se passe des choses, et Justine va prendre le relais par rapport à ça. Alors, je suis désolée, mais là, le Don Juan, ça m'a mis l'Italie en tête, parce que le Don Juan, bon, son image, elle est un peu plus tristoune, et je préférerais, monsieur, parler de Casanova, parce que Casanova avait, selon la légende, alors je ne sais pas d'où je tiens ça, je l'ai jamais retrouvé, mais je l'ai entendu, c'est sûr, il avait de gros problèmes d'érection, Casanova, et pour autant, en 2022, Casanova est encore là. Il faisait autrement, il sublimait les femmes, il sublimait le moment, le lieu, avec d'autres choses et d'autres expériences. Lorsque je parle à des adolescents de caresses, de soufflets, de pulpe d'orange et d'autres choses, ils me regardent avec des yeux ronds comme des billes. Parce que n'oublions pas que la sexualité, comme on la voit en mode pornographique, avec une pénétration et un homme fort qui porte sa partenaire, elle fait vraiment partie du paysage. Sauf que je peux vous assurer que quand je parle aux femmes de pulpe d'orange, de bougies, de musique, etc., on est beaucoup plus dans quelque chose qui va être séduisant pour les femmes. On n'est pas comme avant, ça c'est une évidence, mais c'est pas pour autant que c'est moins bien. Il y a d'autres sensations à découvrir et il faut pas rester enfermé dans son monde d'avant. C'est là le piège. Vous étiez un Don Juan, ce qui a changé, c'est peut-être votre bagou, votre façon d'être moins bien maintenant, déprimé, ce qui serait totalement entendable. Mais ce qui fait craquer les femmes, c'est pas de se faire porter au mur avec une pénétration qui va durer 1 heure. Pas du tout. Ça va être l'humour, ça va être le charisme, ce qui va se dégager, et le charme, la différence, le prendre soin, être dans l'éveil du corps à l'autre. D'où l'importance de bien s'expliquer, bien dire ce qu'il faudrait faire. Chacun ses codes. C'est pour ça, là, on pourrait y passer la nuit, parce qu'entre Claire, Flora et moi, on marche totalement différemment. Ce qui piège les hommes, évidemment, on a toute notre mode d'emploi. Il y a autant de modes d'emploi que de femmes. Donc après, plus important, c'est de voir ce qui pétille chez vous, monsieur. Je suis désolée, je n'ai pas votre nom, mais de faire pétiller la sexualité et de regarder ce qui faisait de vous un Don Juan, un tombeur. Mais je serais plus sur Casanova. Merci. Il y a aussi un vrai sujet qui revient en boucle, c'est la peur lorsque l'on est blessé médulaire, c'est la peur d'avoir des fuites de sel, des fuites d'urine, d'avoir de la spasticité, d'avoir toutes ces complications qui peuvent survenir juste avant, pendant et après un rapport. C'est pour Flora ou c'est pour moi? C'est pour vous. Tu me dis, Flora. Après, ce qui est important, c'est vraiment de se sentir bien. Comme disait Flora dans son témoignage, il y avait quelque chose, quand il y a eu cette vitesse de croisière avec son partenaire, là, une relation d'amour, une relation de confiance.
Donc, quand Flora a repris son appartement, sa vie a repris son cours. Il y a une relation différente que la personne que l'on va juste rencontrer dans un bar, etc., avec qui on n'aura pas forcément cette même facilité corporelle. Lorsque c'est quelqu'un que l'on aime, que l'on connaît bien, il y a un petit peu les trucages avant rapport, tout le moment avant où justement il peut y avoir sondage, etc. Il y a plein de petites techniques avant, mais ça fait partie de la préparation. D'où l'importance, moi je trouve que c'est hyper important que le temps de préparation fasse partie intégrante du rapport. C'est vrai qu'on a toujours cette construction de la spontanéité des personnes dans un ascenseur, pouf, qui ont un rapport. Dans les faits, dans la vraie vie des vrais gens, il y a un sondage, il y a un lavement, il y a un tampon à mettre, à démettre. Enfin, il y a toujours des petites choses. Et ça peut faire partie du petit moment de préparation, d'où l'importance de bien être avec l'autre, d'être à l'aise avec son corps, avec ses gestes, et d'en parler à l'autre pour pas que ce soit un moment de gêne, mais un moment de dire à l'autre, écoute, ce soir-là, on se rencontre, il y a un moment de préparation, va mettre de la musique, va préparer, va mettre des bougies, va mettre des pétales de rose s'il faut, mais ça fait vraiment partie intégrante. Et après, il y en a potentiellement aussi tourner les choses à l'humour, quoi. Ouais. Le sexe, si on rigole pas, c'est un peu relou, quoi. C'est ça qui est drôle dans le sexe. Alors, il y a une partie qui est importante pour nous soignants. On explique, quand on fait, par exemple, les apprentissages aux autosondages, on explique à nos patients qu'il est important de faire un sondage avant le rapport pour avoir une vessie vide et être bien plus confortable et éviter des fuites d'urine. On n'est parfois pas obligé de le dire à son compagnon. Si c'est une relation qui est installée de longue date, une relation de confiance, après, c'est à vous de voir dans votre couple si vous souhaitez aborder ce sujet-là. Mais il y a toute une préparation qui peut être faite, un sondage avant, un sondage après. Peut-être que pour les hommes, des fois, il y a un traitement à prendre. Voilà, la situation fait que vous devez effectivement avoir une préparation technique avant et après, comme ça, vous allez pouvoir profiter pleinement du moment présent. D'où l'importance de ce temps avant, de ne pas planifier pour que ce soit chiant, mais planifier pour que ce soit un joli moment. Vraiment, c'est très, très important. Quand on me dit « oh, j'aime pas planifier », vraiment avoir cette notion des amants qui se retrouvent à l'hôtel. Alors, je ne cautionne pas l'adultère, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne très bien. Généralement, la préparation se fait nickel. Mais là, vraiment, d'en faire un jeu, d'en faire quelque chose de chouette, vraiment, c'est de se réapproprier, de voir les difficultés, d'en faire un jeu, d'en faire une force. Comme tu disais, d'en rire, évidemment. On a aussi des personnes qui témoignent et qui disent « Et quand 2 personnes blessées médulaires souhaitent avoir des rapports », ça aussi, c'est un sujet qu'on aborde peu. Je sais que Justine a eu de très bons conseils sur l'installation qui peut être importante. Après, c'est pareil, ça fait parfois intervenir une autre personne quand il faut placer. C'est là où la sexualité prend une autre tournure qu'on n'avait peut-être pas imaginée lorsque on était valide ou que sais-je. Mais c'est vrai que c'est un temps de préparation. Et comme tu disais, justement, l'humour peut vraiment faire intervenir les choses parce que c'est extrêmement gênant de trouver une personne vraiment adaptée et qui respectera votre intimité. Et en delà de ce qui se passe dans la chambre à coucher ou dans le salon, mais bon, généralement, c'est la chambre à coucher, où le couple va se retrouver, va être positionné, etc. C'est important aussi d'avoir cette intimité, de ne pas d'avoir la personne qui est derrière, mais en même temps, là, pour le si besoin, c'est là où c'est vrai que c'est technique. On ne va pas vous dire le contraire. Mais ça n'empêchera pas d'avoir un joli moment quand les codes sont bien planifiés. C'est hyper important pour la tierce personne qui n'est pas… alors, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça. De plus en plus, du personnel est formé à ça. On sait de plus en plus. Et bravo à toutes ces personnes
qui œuvrent justement dans l'ombre et qui font un travail remarquable. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a ce soir. Oui, on a des témoignages dans ce sens-là où des personnes donc, du coup, font appel à des escortes justement pour pouvoir avoir justement, c'est pas légalisé. Enfin, c'est le travail du sexe, c'est encore un gros sujet. Mais alors, c'est un travail remarquable qu'elles font. Et justement, je pensais à ça tout à l'heure en parlant d'escorte. Justement, quand tu parlais de l'éveil, du piqué, etc., de le faire aussi à deux, parfois avec ces escortes qui permettent lorsque physiquement on ne peut pas, justement, on n'a pas l'usage de ses membres supérieurs, de pouvoir aider à la découverte du corps. Parfois, ça aide aussi. Il n'y a pas de rapport amoureux forcément, mais il y a une aide technique et qui peut vraiment ouvrir le champ des possibles aussi. Je regarde toutes les questions. C'est difficile ton rôle, hein. Faut avoir des yeux qui vont vite. J'ai pas mal de questions où les personnes demandent comment vous contacter. À la fin du webinaire, vous allez pouvoir télécharger en fait le contenu et vous aurez les contacts, les coordonnées de Flora et de Justine. Et par le biais de Navigator, vous avez accès à leurs conseils gratuitement. Voilà. Le temps que tu lises, Claire, je me permets une petite intervention. En fait, par rapport à toutes les questions, enfin, je sais pas ce que tu es en train de dire, mais c'est vrai que la sexualité, en tout cas, c'est hyper compliqué dans le sens où parfois il y a une question et c'est difficile de répondre là en quelques mots à une personne, dans le sens où la sexualité, ça fait vraiment intervenir la vie de famille, la vie antérieure, l'acceptation ou pas du trauma, l'entourage, le trauma en lui-même, qu'est-ce qu'il en est. Et c'est vrai que c'est une enquête qui permet de cibler au mieux la réponse. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour toi, j'imagine, de cibler les questions. Il y a vraiment tout type de questions. Il y a une question pour toi, Flora. Sans indiscrétion, comment as-tu rencontré ton compagnon actuel? Alors, mon compagnon actuel, c'était en fait mon meilleur ami. Et pour la petite anecdote, à mes 18 ans, je suis partie du coup la première fois avec mes amis en vacances. Et Paulin, il s'appelle. Et il a voulu me faire passer les meilleures vacances de ma vie au vu de ce qui m'était arrivé avant. Et en fait, le fait de se donner au final à moi à travers le fait de me faire plaisir, et ben on s'est rapprochés et ce qui a donné aujourd'hui, en tout cas, 3 ans de relation. Super. On a pas mal de témoignages où des personnes se sentent, qui ont ce sentiment d'infériorité dans le couple, où on a même des personnes qui disent que finalement, lorsqu'une personne se retrouve en situation de handicap, c'est le couple qui doit du coup gérer ce deuil et gérer finalement cette situation. Je peux répondre, Justine? Bien sûr. Ça impacte tout l'entourage, effectivement. C'est pas que la personne elle-même qui parfois va être soutenue, va avoir un entourage bien présent, et le partenaire, le conjoint, la famille, etc. Parfois doit se montrer fort et on n'a pas trop le droit de dire que ça ne va pas, on peut pas. Donc c'est vraiment tout le couple qui est lésé, qui doit se réinventer. Et c'est pas simple, comme je disais tout à l'heure, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas à changer. Il faut vraiment pas hésiter à se faire aider et puis voir ce que représente le handicap dans la famille. Parfois, il y a des choses qui font vraiment peur dans les croyances, dans la méthode d'éducation, etc. Il faut vraiment aller chercher tout le monde, ne pas hésiter à se faire aider. C'est très important. Le compagnon ou la compagne aidante, elle vit, elle œuvre dans l'ombre. Et parfois, c'est des personnes à qui on ne donne pas trop la parole parce que pour eux aussi, il faut se réinventer sur la sexualité, mais pas que. Surtout sur la maison, sur les enfants, sur tout. Les vacances, tout. Moi, ce qui m'agace un peu personnellement, c'est le regard des autres, en fait. On a eu beaucoup de commentaires avec mon chéri du style qu'il avait beaucoup de courage.
Et ce genre de commentaires m'énerve parce que beaucoup de courage vis-à-vis du coup du handicap. Mais en fait, pour moi, c'est pas une notion de courage. On aime et on choisit pas qui on aime en fait. L'attirance, ça s'explique pas. J'ai vécu 2 mois de passion au début de ma relation avec Paulin. Ça non plus, ça s'explique pas. Et de pouvoir poser un jugement d'extérieur, parce qu'on n'a vraiment pas parlé du regard des autres, mais c'est aussi un énorme sujet autour du handicap. En fait, bref, ça m'agace un peu, mais nous, on a arrêté d'écouter les autres au final. On écoute les médecins, on écoute les soignants et on écoute des personnes qui ont envie de nous aider avec toute la bienveillance qu'ils veulent mettre. Mais les commentaires sur le couple ou sur la sexualité, parce qu'il y a des bons gros commentaires aussi vis-à-vis de ça, et je pense qu'il faut juste les mettre de côté. Et puis, au final, quand on a un minimum confiance en son couple et avec la personne avec qui on est, et ça fonctionne entre nous et le reste, on s'en fout, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a vraiment des commentaires extrêmement désagréables où les gens, ils voient de la perversion, ils voient de l'anomalie, il y a des mots très durs qui abîment énormément le couple. Ça, tu parlais du regard des autres. Le partenaire, là de plein fouet aussi. Ouais. D'où l'importance de l'accompagnement aussi pour le partenaire. Je trouve qu'à un moment donné, c'est important. L'accompagnement est nécessaire dès l'instant que vous avez un accident de vie, une lésion de la moelle épinière et que vous vous retrouvez en situation de handicap. Il y a un accompagnement qui se fait juste après l'accident au centre de rééducation. Et cet accompagnement, il doit être aussi tout au long de votre vie. Vous devez pouvoir prendre rendez-vous avec n'importe quel thérapeute, que ce soit l'urologue, mais le sexologue, votre kiné. Vous allez avoir besoin régulièrement de prendre ces rendez-vous pour vous mettre peut-être à jour dans votre condition, savoir si vous avez le bon fauteuil, si justement vous vous posez des questions sur votre sexualité. Vous pouvez du coup vous rapprocher de votre centre de rééducation où il y aura sûrement du personnel formé qui pourra vous accompagner. Puis, vous pouvez aussi nous contacter le service Navigator, qui est un service qui est vraiment aussi dédié aux blessés médulaires, où on a la chance d'avoir Justine et Flora qui sont à votre disposition et qui vont vraiment pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours. Si vous avez encore des questions, si vous souhaitez aborder des sujets en tête-à-tête avec elles, n'hésitez pas. En vous connectant sur la plateforme Navigator, vous allez pouvoir, à la fin de ce webinaire, télécharger un document. Et du coup, vous allez avoir les coordonnées de Justine et de Flora. Et il faut vraiment, vraiment pas hésiter en fait à faire le point avec elle. Voilà, on touche à la fin de ce webinaire. Encore merci à vous, les filles, pour ce temps que vous nous avez donné pour pouvoir aborder ce sujet-là. Merci aussi à FSK, qui est prestataire de santé à domicile, et à ce service Navigator, qui est là pour répondre à tous les besoins spécifiques du blessé médulaire. Est-ce que vous avez un mot de clôture, les filles, quelque chose à partager? Vas-y Flora, encore à toi l'honneur. Moi, je voudrais juste te dire que faut jamais perdre espoir, qu'il y a toujours des solutions et que pour moi aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais ma vie sexuelle est beaucoup mieux en fauteuil roulant qu'elle ne l'a été avant et que je ne me mets aucune limite. Et je pense que c'est aussi ça qui me permet d'être épanouie dans mon couple et dans ma vie sexuelle. Et merci à toi Claire, et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et regardés aujourd'hui. Moi, je terminerai en disant merci à vous, mesdames. On a
passé un bon moment. C'est très frustrant parce qu'il y a plein de choses à aborder. Avec Flora, on avait dit on parlera de ci, on parlera de ça. Et en fait, on n'a pas le temps. Donc, il y a plein de choses à en dire. C'était un chouette moment. Et puis, ne pas hésiter à aller voir le sexologue ou le sexothérapeute, le psychologue, qu'importe. Mais la personne avec qui vous serez à l'aise. On fait souvent peur, mais on a plein de choses à dire. Il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Il y en avait énormément et je tiens quand même à remercier, je l'ai écrit à côté, Mathieu. Merci à vous et bravo pour ces témoignages très enthousiasmants et éloquents. En tant que kinésithérapeute, nous sommes souvent dans cette situation de lien de confiance qui fait que les patients abordent le sujet de leur sexualité plus simplement qu'avec les médecins. Et en fait, je tiens à remercier tout le personnel soignant, les kinés, les ergos, les sexos, les médecins. Je pense que la liste était très, très longue en plus. Zut. Bon, bah écoutez, c'est le moment où il faut meubler, c'est ça? C'est le moment où il faut faire… Ah, je pense que Claire va revenir. Elle faisait un remerciement général à tous les professionnels qui étaient autour. Bon. Tu sais peut-être un petit peu, toi, Flora, les personnes qu'elle voulait remercier plus particulièrement. Tu as connu un peu le centre? Bah, je pense qu'elle les a tous cités en soi. Elle les a tous cités. La revoilà, elle arrive, elle arrive. On a meublé, Claire, tout va bien. Ah, presque. Bon. C'est les aléas du direct. C'était coupé. Bon, bah voilà. Je remercie le personnel soignant qui sont auprès des blessés médulaires et qui apportent à leur façon voilà, des conseils pour que les personnes se sentent mieux dans leur situation. Voilà, et je vous remercie tous de ce temps d'échange et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live Navigator et merci encore à Flora Mazarico et à Justine Orion pour leur présence. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.